Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un focus sur les montres de collection ou d'investissement au premier trimestre 2025. Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Pascal Paul, le PDG de Chronos 360. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous évoquerons le PEAC, le plan d'épargne avenir climat. Et pour en parler, pour le décrypter, nous aurons le plaisir d'accueillir en plateau Marion Dewagener, directrice générale de BPCE Vie qui a lancé le premier PEAC en France. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur l'investissement dans l'hôtellerie française, dans l'hôtellerie en France, avec Benjamin Altaras, directeur de Turenne Hôtellerie chez Turenne Group. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle tendance pour les montres d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes le PDG de Chronos 360. On fait des points réguliers ensemble sur ces montres d'investissement. Il y a des marques qui reviennent assez régulièrement aussi. On va voir si c'est toujours le cas au premier trimestre 2025. Déjà, comment est-ce que chez Chronos 360, vous avez vécu ce premier trimestre de l'année 2025 en matière de transactions de montres d'investissement? Alors, de collection ou d'investissement, je précise d'ailleurs. Évidemment. On est sur un marché qui est plutôt sur la stabilisation, sur les 3 derniers mois, enfin les 3 premiers mois de l'année. Notre indice Chronos Index qu'on sort régulièrement et qu'on vient vous présenter a montré une croissance de 2,5% des montres de seconde main. D'accord. Sur le premier trimestre. Alors cette croissance est tirée par quoi? Elle est tirée principalement par la résilience des Big Five, qui sont les 5 marques dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Et quand on regarde un peu dans les détails, on constate que Rolex a cru de 3% sur la période. D'accord. On parle de quoi? De transaction ou de valeur? On parle de valeur. D'accord. On parle de valeur. Et après, il y a une tendance qui est un peu liée au segment de prix, mais là, on est sur de la valeur. Et que vous prenez Patek Philippe et Audemars Piguet, on est sur une croissance qui est plutôt de 1%. D'accord. Et quand vous comparez cela, puisque là, on parle du marché secondaire, évidemment, quand vous comparez avec le marché du neuf, les exportations de montres neuves suisses ont baissé de 1,1% sur cette période. C'est les chiffres de la Fédération horlogère suisse. Donc, on est sur un marché secondaire qui est plutôt stable, voire haussier, face à un marché primaire qui commence aussi à stabiliser avec une faible baisse sur la période. La demande, du coup, on imagine qu'elle a suivi la valeur ou pas forcément? Alors, la demande a suivi la valeur, mais en fait, c'est suivant les segments de prix. D'accord. Quand on rentre un tout petit peu dans les détails, on constate que si vous prenez les montres d'une valeur comprise entre 3 500 € et 15 000 €, on observe une croissance de 15% de la demande sur la période. Alors, c'est surtout tiré par l'arrivée des millennials et de la génération Z sur les montres, puisqu'ils commencent à délaisser les smartwatches et les Apple Watch. D'accord. Ils commencent à venir sur le côté statutaire des montres de luxe. Et puis, il y a surtout la clientèle féminine aussi qui tire le marché. Et à contrario, quand vous prenez les montres d'une valeur supérieure à 15 000 €, là, on est sur une baisse qui est plutôt de 20%. D'accord. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les modèles iconiques on va dire les modèles valeurs sûres ont gardé leur statut de valeur refuge. Par contre, on va dire les passagers clandestins du dernier bull market ont vu leur prix continuer à baisser. C'est le cas de la Rolex Datejust, par exemple, ou encore de la Audemars Piguet Royal Oak Offshore, qui sont des modèles qui ont perdu quasiment la moitié de leur valeur sur les 24 derniers mois. Parce que quand on a une montre d'une valeur supérieure à 15 000 €, on est forcément un passager clandestin ou non, je ne parle pas de l'investisseur, je parle plutôt de certains modèles de segments de prix sur les montres. Mais c'est vrai que, on va dire, ce segment supérieur à 15 000, déjà on parle de gros tickets d'investissement, oui, bien sûr. Qui est moins accessible que sur le modèle qui est en croissance, que sur le segment qui est en croissance. Mais c'est surtout ce segment-là qui a été le plus touché par la baisse des prix et qui fait face à un certain attentisme des investisseurs qui attendent, on va dire, des jours meilleurs pour rentrer sur le marché et espérer une hausse future.
Les montres de seconde main, ça représente quoi par rapport au marché des montres en général? Alors, on est sur un marché, la seconde main aujourd'hui, ça représente, avec une taille de marché de 25 milliards d'euros, ça représente 30% du marché horloger mondial. D'accord. Donc, c'est quand même très conséquent. On n'est pas sur un épiphénomène et ça dure depuis déjà plusieurs décennies. Et les tendances sont plutôt à la hausse, puisqu'on estime que les études de Deloitte qui sont sorties sur le sujet estiment qu'à horizon 2030, on va être sur un marché qui devrait atteindre 35 milliards d'euros avec une croissance entre 5 à 10% par an. Est-ce que vous allez nous donner à présent les tendances du marché au premier trimestre? Est-ce que déjà ça a fondamentalement changé par rapport à ce que vous constatiez en 2024? Alors, il n'y a pas eu, c'est plutôt la stabilisation. Il n'y a pas eu vraiment de tendance. On reste sur les trois tendances dont je parlais la dernière fois. Vous avez toujours les montres vintage et pré-collector qui continuent à tirer le marché parce que c'est des pièces qui ne sont plus produites par les manufactures. D'accord. Donc la rareté, on va dire, crée la valeur et attire de plus en plus le public. Et deuxièmement, vous avez aussi les montres en or et en métaux précieux qui bénéficient de la flambée du cours de l'or et d'une certaine façon. Donc elles coûtent plus cher, mais il y a toujours de la demande. Il y a toujours de la demande parce que d'une certaine façon, les investisseurs, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent et d'avoir une espèce de collatéral en cas de perte de valeur vénale de la pièce, d'avoir un produit qui est soit en or, soit en platine ou en or blanc et en se disant, au pire, je le ferai fondre. D'accord. Et je récupérerai, je le revendrai tout simplement. Valeur. Et puis, et de l'autre côté, vous avez aussi la clientèle féminine qui continue à tirer le marché, puisque les modèles unisex en 36 mm attirent beaucoup. Et d'ailleurs, les marques lancent de plus en plus de modèles dans ce segment-là. Rapidement, les 3 modèles où vous constatez qu'il y a ou du potentiel ou une demande aujourd'hui, Pascal Paul. Alors, on a un top 3 montres à investir qu'on avait présenté à l'hiver dernier, qui reste exactement le même aujourd'hui. On avait dans ce classement, il y a la Rolex GMT Master 2, dit Pepsi, avec la lunette bleu-noir, qui est le premier du classement, qui est un modèle qui a bénéficié d'une croissance de 5% sur le premier trimestre et qui tire le marché. Le deuxième modèle, c'est le premier modèle, la gamme de prix c'est un modèle qui se négocie aujourd'hui autour de 20 000 euros. C'est une fourchette de 20 000 euros et qui, au plus haut du marché, c'est des modèles qui touchaient les 30-35 000 euros. Donc voilà, qui repart à la hausse. Le deuxième modèle dans le top, c'est la Patek Philippe Aquanaut, qui est un modèle sport chic sous bracelet caoutchouc, qui a augmenté de 2% pendant la période. Et le troisième, c'est la Cartier Santos, qui est un modèle très aimé par les millennials, les jeunes, avec un boîtier carré, un modèle très iconique et qui a cru de 5% sur la période. La Patek Philippe Aquanaut, elle se négocie à combien à l'heure actuelle? On est au-dessus de 50 000 euros. C'est entre 50 et 55 000 euros actuellement, alors que la Cartier Santos, on est autour de 7-8 000 euros. D'accord. Ah oui, donc on est sur des gammes de prix assez différentes. Exactement. Et alors là, pour tous les budgets, on va dire. Sur votre top 3 des modèles à investir, on reste sur 3 montres masculine, avec notamment des budgets assez conséquents pour les 2 premières, tout à fait. Malgré le fait que les millennials arrivent sur le marché et que vous dites que le marché est porté par la clientèle féminine. Alors aujourd'hui, on va dire tiré par la clientèle féminine. Exactement. En fait, les femmes délaissent de plus en plus les montres bijoux et sont attirées par les montres plus sportives, on va dire de taille unisex en 36 mm. D'accord. Mais toutefois, aujourd'hui sur le marché, on va dire d'investissement, les modèles féminins ne sont pas aujourd'hui au niveau de croissance et pour intégrer le top qu'on présente. Ce sera le cas, j'espère, bientôt, mais en tous les cas, à date, c'est pas le cas. Merci beaucoup, Pascal Paul, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci beaucoup. Je vous remercie, Nicolas, pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un Enjeu Patrimoine où nous allons faire un focus sur le PEAC, le plan d'épargne avenir climat. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marion Dewagener. Bonjour Marion Dewagener. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc directrice générale de BPCE Vie et on va essayer de comprendre ensemble déjà ce qu'est ce nouveau plan d'épargne, donc plan d'épargne avenir climat, mais aussi à quoi il peut servir dans une stratégie patrimoniale pour ses enfants, puisqu'il y a une limite d'âge sur le plan d'épargne avenir climat. D'abord, je vous propose de revenir un petit peu sur
Sur la genèse de ce PEAC, il est issu de la loi Industrie verte. On pourrait dire qu'il vient remplacer le PER pour les moins de 18 ans. En tout cas, l'un s'arrête et l'autre débute. Pourquoi est-ce que le législateur a créé ce produit, selon vous, Marion Dewagener ? Oui, alors en fait, la loi Industrie verte, vous l'avez mentionné Nicolas, comme son nom l'indique, elle vise à faire de la France le leader de l'industrie verte avec 2 axes, la transition climatique et la réindustrialisation du pays. Bien sûr. Dans ce cadre-là, pour les épargnants, c'est la loi qui a également favorisé tous les supports en private equity au sein de l'assurance vie et du PER, mais également qui a créé le plan d'épargne avenir climat, dont la spécificité effectivement est la structure du produit, on pourra revenir dessus, mais également les fonds qui sont sélectionnés au sein d'un PEAC doivent répondre à des exigences en matière de labellisation en faveur de la transition climatique. Et c'est donc réservé aux épargnants de moins de 30 ans, c'est ça ? Alors même, c'est plus serré que ça, puisqu'en fait, on peut souscrire un PEAC de 0 à 20 ans inclus. D'accord. De 0 à 18 ans par les parents. D'accord. Entre 18 et 20 ans par le jeune adulte. Et en revanche, le PEAC peut durer au maximum jusqu'à 30 ans. Qui est l'âge auquel le PEAC est entre guillemets liquidé, et donc il peut servir à financer un projet ou il peut être réinvesti bien sûr en assurance vie. Comment on intègre un produit comme celui-là qui ne s'adresse qu'aux jeunes, voire essentiellement aux mineurs, puisque finalement c'est les parents qui souscrivent de 0 à 18 ans, puis après on a 2 ans pour souscrire si on veut, ou en tout cas pour alimenter, avant potentiellement qu'il soit fermé à 30 ans. Alors l'idée, c'était vraiment d'avoir un produit qui serve, alors évidemment, on l'a dit, à financer la transition énergétique, mais qui vise aussi à favoriser un investissement pour les jeunes en faveur d'un projet. D'accord. Peut-être on peut revenir d'ailleurs sur la mécanique du produit, parce que c'est un peu plus compliqué que 18 à 20 ans, 30 ans. En fait, donc, le PEAC peut être souscrit, on l'a dit, par les parents ou par le jeune adulte. Et ensuite, les 2 caractéristiques, c'est d'une part que l'argent est bloqué soit jusqu'à la majorité, mais il faut que le plan ait au moins 5 ans. D'accord. Donc, si je souscris pour mon enfant à sa naissance un PEAC, il pourra le débloquer à ses 18 ans. D'accord. Par contre, si je souscris un PEAC pour mon enfant à 17 ans, il faudra qu'il attende 5 ans, donc 22 ans pour en bénéficier. Et à partir du moment où il est rachetable, effectivement, là, c'est, j'ai envie de dire, assez libre. Ça peut être des rachats partiels, ça peut être un rachat total en fonction des besoins. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment, pour les parents ou pour un jeune adulte, de se constituer un petit patrimoine en faveur du financement d'un projet. Et puis l'autre spécificité, parce que c'est quand même souvent un levier aussi pour orienter l'épargne, c'est qu'on a un produit qui est complètement défiscalisé sur les revenus, que ce soit la valorisation des unités de compte ou les intérêts du fonds en euros, puisqu'il ne sera soumis ni à impôt sur le revenu, ni à prélèvements sociaux. D'accord, donc complètement exonéré, si je comprends bien. Exactement. Complètement exonéré. Et alors, donc c'est les parents qui l'ouvrent pour effectivement l'enfant. Il y a ce sujet effectivement blocage que vous avez mentionné. C'est un produit pour financer un projet futur pour l'enfant, ou après derrière on peut imaginer que la somme par exemple soit réinvestie ailleurs. Les 2 sont possibles. En fait, c'est vraiment très souple à la sortie du plan. L'avantage, c'est que quelque part, ça double par rapport, j'ai envie de dire, au réflexe naturel qui est d'ouvrir un livret A pour un enfant avec un plafond de 22 950 €. Bien sûr. Le même plafond pour le PEAC, donc quelque part ça double l'enveloppe fiscale. Ensuite, le PEAC, il se ressemble un petit peu plus à un plan d'épargne retraite qu'à un livret, parce qu'un livret, vous avez un taux fixe garanti par l'État qui est plutôt modeste et défini par une formule. Le PEAC, on va investir alors au choix en gestion profilée, comme un PER avec un mécanisme de sécurisation progressive. Donc, vous allez être investi pour partie sur le fonds euro et pour partie en unité de compte sur une UC labellisée en faveur de la transition énergétique. Et c'est là, effectivement, où c'est important de préciser, c'est-à-dire que c'est forcément des unités de compte qui ont pour objectif, effectivement, de venir financer des projets liés à la transition énergétique. C'est pour ça que ça s'appelle le plan épargne avenir climat. C'est pour ça que ça s'appelle le plan épargne avenir climat, et c'est pour ça qu'il y a une fiscalité avantageuse, parce que ça vise vraiment à soutenir cet objectif du gouvernement sur une réindustrialisation verte et des projets verts en faveur de la transition climatique.
Il y en a beaucoup des unités de compte aujourd'hui labellisées. Il y a un éventail d'investissements suffisamment large pour les jeunes ou les parents qui ont souscrit à ce type de plan d'épargne. Alors en plus, vous le savez, et les épargnants aussi, il y a quand même eu de la fluctuation sur les critères de labellisation. Donc nous, chez BPCE, pour les banques populaires et les caisses d'épargne, on a fait le choix ceinture et bretelles. Et donc les unités de compte qu'on a sélectionnées, elles sont doublement labellisées. D'accord. La stratégie qu'elles ont est vraiment centrée sur le climat et la transition énergétique. Et donc, on est très serein sur le fait que même s'il y a des évolutions dans les labellisations, on est quand même très cœur de stratégie qui vont du coup être en plein dans les objectifs du PEAC. Et donc, on a sélectionné une unité de compte pour la gestion profilée avec la mécanique de sécurisation progressive. Et en gestion libre, on a sélectionné 4 UC qui sont du coup complémentaires au choix du client, même si la proposition sera plutôt d'opter pour une gestion profilée avec sécurisation progressive. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais vous êtes les premiers, je crois, à lancer un PEAC chez BPCE Vie. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité légale, et puis après il faut que les assureurs créent les produits. Pourquoi est-ce que vous êtes allé aussi vite, j'ai envie de dire, sur le PEAC chez BPCE Vie ? Non, ça a été une vraie réflexion et un vrai choix stratégique. C'était aussi de se dire que les banques populaires, les caisses d'épargne sont assez naturellement les banques de la famille. On est d'un groupe qui est engagé en faveur de la transition climatique, et donc on a trouvé que c'était un produit qui faisait beaucoup de sens dans notre gamme, et donc on a été effectivement assez vite pour pouvoir proposer le PEAC aux clients des banques populaires et des caisses d'épargne. Et les clients comprennent ce nouveau produit, ou s'il faut faire encore un peu de pédagogie? Quand je dis comprennent, est-ce qu'ils en ont connaissance tout simplement? Parce que là, effectivement, on est dans une émission qui parle à des professionnels, qui interviewe des professionnels de la finance toute la journée. Mais est-ce que le grand public a conscience que ce produit existe aujourd'hui? Alors, l'avantage d'être les premiers, c'est qu'on est les premiers. L'inconvénient, c'est que c'est un produit qui est moins connu, parce qu'effectivement, les clients n'entendent pas parler dans d'autres réseaux, dans leur famille, etc. Donc, effectivement, il y a un effort de pédagogie plus important à faire, lié effectivement à la nouveauté du produit, mais aussi au fait qu'il est disponible aujourd'hui dans un nombre de réseaux très limité. Et alors, ce que vous nous dites, si je comprends bien, l'usage d'un PEAC, c'est en complément d'un livret A, même si ça fonctionne plus comme un PER qu'un livret A, mais c'est comme ça que vous voyez le PEAC aujourd'hui pour un jeune, je sais pas, qui aurait une dizaine d'années aujourd'hui, et des parents qui voudraient lui ouvrir un livret d'épargne en complément. Oui, exactement. Pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. En fait, le livret A, il a le bénéfice d'être liquide à tout moment et de servir vraiment d'épargne de précaution. Là où le PEAC, on l'a dit, il est bloqué pendant 5 ans et jusqu'à la majorité de l'épargnant. Mais en revanche, il offre des perspectives de rendement meilleures et la possibilité, du coup, on pense notamment financer un apport pour un premier appartement, financer une voiture, des études, sur lesquelles ce sera le bon moment pour libérer les sommes du PEAC. En complément d'un PEAC, est-ce qu'il existe d'autres produits d'investissement pour les jeunes ou pour les mineurs? Je disais en introduction qu'on pouvait imaginer que l'un avait remplacé l'autre en parlant du PER mineur, puisque c'était concomitant. La décision était concomitante. On a supprimé le PER mineur et on a créé le PEAC. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui quand on veut préparer les projets ou la vie de ces enfants au travers d'investissements qu'on pourrait réaliser pour eux? Je veux dire, les 2 premières briques, c'est celles qu'on a mentionnées. Donc, un livret A pour de l'épargne liquide à tout moment, un PEAC avec un cadre fiscal le même que le livret A, c'est-à-dire intégralement hors fiscalité, hors prélèvements sociaux. Mais après, évidemment, on peut aussi ouvrir un contrat d'assurance vie si on veut augmenter l'enveloppe pour son enfant avec la souplesse habituelle du contrat d'assurance vie et la richesse des investissements. Mais voilà, quelque part, livret A, PEAC, c'est un peu les 2 premières briques. Et puis après, on retrouve le classique de l'assurance vie. Merci beaucoup Marion Dewagener de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale de BPCE Vie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons regarder aujourd'hui comment investir dans l'hôtellerie en France. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Altaras. Bonjour Benjamin Altaras. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de Turenne Hôtellerie chez Turenne Group et on va essayer d'évoquer ensemble l'investissement dans le secteur de l'hôtellerie française. Première question, on va aller droit au but Benjamin Altaras. Pourquoi investir dans l'hôtellerie française en 2025 ?
Il y a beaucoup de raisons, mais on va essayer d'être synthétique. 100 millions de touristes étrangers en France en 2024, avec bien sûr l'impact d'événements internationaux comme les Jeux Olympiques, mais c'est une tendance de fond dans le tourisme en France. En 2015, Laurent Fabius annonçait un plan à 100 millions. On y est, ça va continuer en 2025. Les touristes américains, chinois, japonais reviennent en nombre, à côté d'un tourisme aussi national qui est très, très fort. D'accord. Voilà, c'est une industrie incroyable et donc il faut continuer bien sûr à pousser cette industrie. Voilà. Vous l'avez vu, l'impact JO du coup ? Bien sûr, donc il y a eu un impact très très fort. On parle de à peu près 16 à 17 millions de touristes internationaux qui sont venus entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et évidemment avec des retombées financières d'une part, des retombées en termes de visibilité bien sûr. Et donc un des enjeux, c'est bien sûr de continuer dans les années à venir à pousser justement l'attractivité touristique de notre pays. On parle côté investisseur. Quand on veut investir dans l'hôtellerie, on investit dans quoi concrètement, Benjamin Altaras ? Alors, Turenne Hôtellerie, que je représente, donc division au sein de Turenne Group, investit dans les murs et les fonds de commerce d'hôtels. Nous avons aujourd'hui une trentaine d'hôtels en France. Donc notre activité d'investir et de développer des hôtels que nous achetons. Après, on peut investir, d'autres investissent que dans les murs d'hôtels, d'autres investissent que dans les fonds. Il y a beaucoup de formes, mais la détention murs et fonds a le mérite de pouvoir maîtriser l'intégralité de nos investissements. Ça veut dire qu'on investit dans une activité économique, on fait quoi, du private equity ? Exactement, c'est du private equity, donc on insiste lourdement là-dessus. On a effectivement, nous, on est investisseurs et on gère effectivement des entreprises, des hôtels qui font 30, 40, 50, 60 personnes et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a évidemment une activité et en complément de quoi on retrouve souvent la détention immobilière pure. Quand on parle d'investissement, on regarde le rendement, on regarde le risque. Où se situe l'investissement en private equity, en hôtellerie, en matière de couple rendement-risque, Benjamin Altaras ? Alors on a coutume de dire que le couple risque-rendement est très bon dans notre secteur, pas uniquement pour tirer la couverture à nous, mais aussi parce qu'on a d'un côté les rendements purs immobiliers, de l'autre les rendements très private equity, souvent plus risqués. Le couple risque-rendement dans l'hôtellerie avec des actifs tangibles que sont la détention, fonds de commerce et mûr est très bon puisqu'on vise souvent des rendements à 2 chiffres pour nos investisseurs. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les rendements alors du secteur de l'hôtellerie de manière générale ou alors de ce que vous avez en tête plus spécifiquement avec votre activité ? Alors de manière générale, c'est compliqué de répondre puisque ça va dépendre du type d'hôtellerie. D'accord. Vous êtes sur un palace parisien ou vous êtes sur une hôtellerie très économique, on ne va pas forcément avoir le même rendement. Et dans le couple risque-rendement, on essaie d'avoir une détention patrimoniale intéressante avec des actifs de qualité, donc 3-4 étoiles souvent, et des rendements aussi intéressants. Donc je disais à 2 chiffres, souvent c'est ce qu'on sert à nos investisseurs depuis quelques années. Ouais. Si on parle de private equity, on parle d'investissement long terme ? Moyen long terme en tout cas ? Alors pour nous c'est du moyen long terme, on n'est pas du tout sur des opérations à 3-4 ans, c'est-à-dire que l'hôtellerie, quand on investit dans une opération, il faut restructurer, recruter, rénover, enfin il y a beaucoup d'enjeux liés à la rénovation. C'est l'investisseur qui recrute quoi, le gestionnaire de l'hôtel en tout cas ? Dans notre position sur une hôtellerie d'investisseurs très souvent majoritaire, on est à la tête d'entreprise, donc on décide des principales stratégies et donc le recrutement des équipes en fait bien sûr partie. Et donc ça prend du temps, restructurer, recruter, former, rénover. Donc pour répondre à votre question, on est sur des maturités de 7-8 ans d'investissement généralement. On a vu dans l'actualité, alors c'est une actualité connexe à l'hôtellerie, c'est la location meublée touristique, une volonté d'encadrement de la part du gouvernement. Tout n'est pas passé, mais un certain nombre de choses sont passées, on en a reparlé plusieurs fois. Est-ce que ça a un impact sur le secteur de l'hôtellerie, ça, Benjamin Altaras ? Bien sûr. Alors l'hôtellerie, effectivement, est très entourée par des avocats depuis maintenant très longtemps. Airbnb, qui est effectivement une concurrence forte depuis quelques années, est encadré et de plus en plus encadré. On a encore des exemples très concrets depuis janvier 2025, par exemple à Paris où la location de sa résidence principale est maintenant capée à une durée de 90 jours quand c'était 120 jours. D'accord. D'autres villes, à Marseille c'est le cas, d'autres villes comme Nice ou Annecy qui sont très touristiques, qui ont aussi développé ce type d'initiative qui vise bien évidemment à avoir une concurrence saine, loyale, et ce qui, évidemment, fait aussi notre bonheur au niveau en tant qu'investisseur et propriétaire hôtelier, bien sûr. Très rapidement, pour finir, je crois que ça fait 13 ans que vous êtes dans l'investissement dans l'hôtellerie. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le marché ?
Alors, le marché, quand on parle du marché, il est toujours aussi porteur. C'est-à-dire que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, la France, parmi d'autres pays, a subi aussi le Covid, bien sûr, des grèves, des attentats, etc. C'est important de voir ça dans son rétroviseur pour voir la résilience du secteur, son rebond. C'est un secteur qui continue à croître. Il y a 700 000 chambres en France aujourd'hui. Il y a 9 000 nouvelles chambres qui sont attendues à horizon 2027. C'est un développement assez finalement restreint, ce qui fait que le dynamisme continue à être très fort dans notre destination, avec un pays, toutes les villes sont à plus de 65-70% d'occupation, les grandes villes hôtelières en France, et donc il y a un dynamisme très fort. Et donc la tendance, en lien avec la visibilité de notre pays, ce qu'on disait tout à l'heure, va plutôt dans le très bon sens. Merci beaucoup Benjamin Altaras. Je rappelle que vous êtes directeur de Turen Hôtellerie chez Turen Group. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.